Merci beaucoup, Diane. Bonjour à tous. Ici, à l'espace Charenton et derrière vos ordinateurs. Bonjour à chacun. Je suis heureuse d'être ici pour vous parler de grammaire. On peut être un peu étonné peut-être d'être heureux de parler de grammaire, parce que c'est vrai que ça peut avoir une réputation, la grammaire, d'être soit ennuyeux, soit compliqué. Mais la grammaire, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un aspect qui peut-être peut étonner, le lien entre la grammaire et l'estime de soi. Alors, c'est vrai que c'est vraiment étonnant, mais le saviez-vous, vraiment, la grammaire ne structure pas seulement la pensée, mais elle construit vraiment l'être tout entier. Et elle permet vraiment de prendre conscience de soi, et c'est comme ça qu'elle permet de renforcer l'estime de soi. Alors, je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur le sens des mots. Déjà, qu'entendons-nous par grammaire et par estime de soi ? Alors, l'estime de soi, ça n'est pas comme cette illustration peut le représenter. Une saine estime de soi n'est pas de se voir plus grand, plus beau, plus fort, plus puissant que l'on peut l'être, mais c'est le fait d'être conscient de sa réelle valeur personnelle et de savoir comment l'utiliser et comment vivre pleinement de façon épanouissante. Alors on peut accorder justement à l'estime de soi des liens avec déjà la vision de soi, donc le regard que l'on porte sur soi. Et après, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut s'accepter soi-même avec ses qualités, ses défauts. Et puis, en allant plus loin, essayer de s'aimer de manière inconditionnelle en se disant que de toute façon, nous sommes dignes d'être aimés et que nous sommes uniques à notre façon et qu'à notre façon, nous sommes une merveille. Donc ça n'est pas toujours facile. Et chez nos élèves ou chez nos enfants, ça n'est pas du tout facile d'accepter ces limites, et même pour nous-mêmes. Et à partir de là, on peut arriver donc à une certaine confiance en soi, qui justement représente un sentiment de sécurité intérieure suffisamment grande pour réussir à sortir de soi, pour oser entreprendre. Alors je voudrais justement insister sur ces trois sentiments qui sont vraiment liés à l'estime de soi. Un sentiment de compétence, on se sent capable de quelque chose. Un sentiment d'importance qui fait qu'on sent qu'on mérite peut-être d'apporter quelque chose. Et puis un sentiment de sympathie, donc ça c'est une sympathie envers soi-même, mais c'est aussi la sympathie que les autres peuvent nous porter, parce que justement ils peuvent reconnaître cette valeur que nous portons en nous. Et donc c'est tous ces aspects-là, nos élèves, nos enfants, eh bien les portent en eux, mais on voit bien au quotidien que c'est plus ou moins difficile pour certains de sentir leur propre valeur et d'oser la montrer pour oser entreprendre. Alors je voudrais juste distinguer légèrement l'estime de soi de la confiance en soi, parce que en fait, l'estime de soi, c'est vraiment le fait de se donner une propre valeur, alors que la confiance en soi va être tournée plutôt vers les capacités. Et l'estime de soi va nous inviter à être capable d'être fiers de nous-mêmes, et la confiance va nous inviter à être sûrs de nous-mêmes, suffisamment sûrs de nous pour sortir de nous, pour oser entreprendre quelque chose. Et alors que l'estime de soi se passe vraiment dans l'esprit, dans le mental, la confiance en soi, elle est tournée vers l'action. Alors pourquoi j'insiste sur ce petit distinguo ? C'est parce qu'en fait, moi j'ai vraiment remarqué auprès d'élèves que je peux suivre en remédiation individuelle ou auprès d'élèves dans des classes entières, ou chez des enfants en dehors de l'école, que vraiment il pouvait y avoir des enfants qui pouvaient par exemple avoir une grande estime d'eux-mêmes, donc vraiment croire en leur valeur. Mais en revanche, quand il s'agissait de sortir d'eux-mêmes pour aller oser, je sais pas, ça peut être poser une question en classe, ça peut être participer en classe, ben là, il y a vraiment, je dirais, il n'y a plus personne. Donc là, il peut y avoir je pense à certains élèves en particulier qui sont bien persuadés qu'ils ont une grande valeur, et tant mieux,
parce que c'est la réalité pour chacun, mais qui n'osent pas sortir d'eux-mêmes pour prendre confiance en eux. Voilà. Et à côté de ça, on peut aussi rencontrer des personnes chez nos élèves ou chez nos enfants qui justement sortent d'eux-mêmes, se forcent à sortir d'eux-mêmes et donc semblent avoir une grande confiance en eux-mêmes, mais qui, au fond d'eux-mêmes, n'ont peut-être pas une estime de soi, une vision d'eux-mêmes qui est forcément très positive ou très adaptée à la réalité. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais distinguer ça, parce que je voudrais montrer que justement la grammaire peut vraiment permettre de construire cette estime de soi dans le sens de la valeur personnelle qu'on se reconnaît, et la confiance en soi aussi. La grammaire peut aider à sortir de soi pour prendre confiance. Alors, la grammaire, c'est, si on prend l'étymologie, c'est un art. On ne pense pas tout de suite à ça quand on parle de grammaire. L'ensemble des structures qui composent la langue, on ne pense pas forcément à quelque chose d'artistique. Bien sûr, le mot d'art a de nombreux sens en grec et en latin, mais quand même. Donc, ça vaut quand même le coup de se pencher sur ce sens-là et de voir justement comment la grammaire peut être un art tourné vers la construction de soi et la construction d'un regard réel sur soi-même et une audace pour sortir de soi, pour entreprendre. Alors, quelle est la démarche proposée ? Eh bien, je vous propose, pendant ces quelques minutes-là, de partir du vécu, c'est-à-dire de partir d'une expérience vécue et de nous appuyer sur la parole. Pourquoi la parole ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des êtres du verbe. Le rire est le propre de l'homme, ça c'est certain. Cette capacité à avoir un décalage, à être capable de rire de quelque chose que l'on comprend décalé. Mais en premier lieu, ce qui vraiment nous caractérise, c'est notre pensée, notre parole. Les animaux ne parlent pas. Ils n'ont pas de pensée développée par la parole. Vraiment, ça nous caractérise, cette parole. Et donc, cette parole, si elle nous caractérise, il va falloir s'appuyer sur elle pour développer les apprentissages et aussi, justement, pour réussir à prendre conscience de sa propre valeur et à sortir de soi. Alors, cette parole, on ne va pas pouvoir l'utiliser de la même façon selon les circonstances. Il y a des moments où on peut parler en public, on peut parler entre nous en discutant. Il y a d'autres moments, dans nos classes en particulier, où il n'est pas forcément bienvenu de parler à tort et à travers, n'importe comment, à son voisin par du bavardage. Donc je ne parle pas de cette parole-là, je parle pas d'un bavardage. Mais je parle d'une parole qui peut être mise au service des apprentissages. C'est une parole qui peut aider à prendre conscience des apprentissages et à se les approprier de telle sorte qu'ils soient intégrés. Et donc il s'agit en fait, au bout d'un moment, de monter une parole intérieure. Mais pour monter cette parole intérieure, il faut passer par diverses étapes que j'ai retranscrites un peu symboliquement ici. Il y a un cheminement, vous voyez, qui va de la voix haute à la voix intérieure. Et donc, pour arriver à cette voix intérieure, à cette pensée intérieure, il faut absolument commencer par parler à voix haute. Et ensuite, on pourra parler à voix basse. Alors évidemment, dans les classes, il s'agit de rapidement réussir à parler à voix basse, très rapidement. Pour moi, dans une classe entière, on peut parler à voix haute quand on y est invité par le professeur ou par la maîtresse ou le maître. En particulier, en classe entière, quand on peut inviter des élèves à répéter quelque chose ensemble ou à réfléchir ensemble. Là, c'est tout à fait possible. Après, rapidement, dans un travail plus individuel, il faut vraiment passer à la voix basse et au chuchotement. Et ce chuchotement permet une vraie concentration. Et réellement, si vous arrivez à faire cette expérience dans les classes d'une vingtaine ou d'une trentaine même d'élèves qui chuchotent en réfléchissant, je peux vous assurer
que vous aurez devant vous une concentration très profonde et en aucun cas une gêne à cause de cette parole. Personnellement, j'ai pu l'expérimenter vraiment dans des classes entières et c'est extrêmement efficace parce que chacun est rassemblé autour de ce qu'il fait et donc ne s'occupe pas du voisin et donc n'est pas gêné, à condition que le voisin ne parle pas fort, on est d'accord. Mais donc ce chuchotement, il est vraiment très 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 précieux et par exemple, quand on est dans des toutes petites classes en maternelle ou en CP, on ne peut pas encore arriver à l'étape suivante qui est celle de la labialisation, c'est-à-dire le fait de bouger les lèvres sans émettre de son. Voilà, sans rien entendre. Donc là, c'est très efficace une fois qu'on est passé par les étapes précédentes. Et enfin, on peut arriver à une voix intérieure. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que vous allez voir dans ce que je vais vous proposer comme exercice très pratique, vraiment, la parole est associée et c'est absolument nécessaire. Alors, je vous propose, donc, pour réfléchir à cette construction de la personne et de l'estime de soi par la grammaire, de nous pencher d'abord sur l'identité que la grammaire peut construire, avant de nous pencher sur l'ancrage dans le réel qu'elle permet. Et enfin, nous passerons un moment à réfléchir sur la relation à l'autre qui peut se construire grâce à la grammaire. D'abord, l'identité. Alors, il s'agit en fait de prendre une conscience de soi comme acteur. Ça, c'est vraiment très important de se sentir acteur. Donc, l'identité, en premier lieu, c'est le fait d'être conscient de son identité propre, donc d'être un peu plus réveillé que Gaston Lagaffe, qui se demande qui suis-je. Voilà. On peut penser tous à certains élèves qui peuvent être un peu éteints dans nos classes, ça arrive. Certains, c'est par timidité, mais d'autres, réellement, en fait, cherchent à s'effacer parce que leur identité n'est pas construite. Et cette identité-là, eh bien, on peut vraiment la construire en travaillant le verbe être en grammaire. Alors, quand je dis travailler le verbe être, ça veut dire travailler le verbe être pour lui-même, pas seulement comme un auxiliaire qu'on va mettre tout de suite en regard avec l'auxiliaire avoir, mais vraiment le verbe être. Quand je dis « je suis Cécile »,« je suis une femme »,« je suis brune »,« je suis assise », etc., eh bien, j'emploie le verbe être. Être est employé pour lui-même. Et quand je dis je suis arrivée il y a quelque temps à l'espace Charenton, là, il n'est pas question du verbe être, mais il est bien question du verbe arriver. Et là, être est employé comme auxiliaire. Alors, bien sûr que ça, vous savez tous très bien, il n'est pas question de vous apprendre ça, mais je voudrais juste insister sur le fait qu'il est nécessaire de construire le verbe être en tant que tel. Alors, en CP, bien sûr, et même avant, en maternelle, quand on peut donner la parole à chacun, justement, par exemple, en faisant ce que je viens de faire, de dire, par exemple, je suis un tel, je sais pas, je suis Pierre, je suis Jeanne, je suis Théo, enfin, je ne sais pas qui. Chacun peut dire son prénom, et vraiment en prenant conscience de la personne qu'il est. Et ça, c'est un vrai travail de grammaire en maternelle, dès la maternelle. Alors, il ne s'agit pas d'appeler ça de la grammaire en maternelle. En fait, on ne va pas évidemment employer le mot, mais c'est déjà de la grammaire. Et dans des classes, donc en CP, là, il faut vraiment construire ce verbe être en tant que tel. Et même dans les classes après, il est vraiment nécessaire de ne pas envisager ce verbe être seulement en tant qu'auxiliaire avec l'auxiliaire avoir. C'est vraiment très, très important. Alors après le verbe être, il est important de prendre conscience du sujet qui agit. Alors ce sujet qui agit, eh bien, il agit quand il fait une action. Donc, je peux dire « je lève la main ». C'est l'action de lever, je me rends compte que c'est moi qui lève la main. Je peux dire « je me lève », « je m'assieds ». Enfin, toutes sortes d'actions très concrètes qui peuvent être des actions avec des situations vraiment en classe. Ça peut être, là, ici, j'ai un verre, je prends mon verre. En classe, souvent, on a des crayons, on a des cahiers. Ça peut être tout simplement, je prends mon stylo, je pose mon cahier
des choses comme ça. Ça permet vraiment de faire prendre conscience qu'on est acteur de son action. Alors ça paraît vraiment bête de dire ça, mais je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai eue l'année dernière avec un petit garçon, Jules, que j'ai en remédiation depuis l'année dernière. Donc Jules, c'est un petit garçon qui est absolument charmant, très, très docile, voilà, et assez, comment dire, justement, il ne se met pas tellement en avant, il attend un petit peu qu'on fasse à sa place. Voilà, il est plutôt du genre au fond de la classe à attendre que les autres fassent pour lui. Quand il y a des travaux en groupe, ben, il attend que les autres fassent pour lui, etc. Enfin, il attendait en tout cas. Et ce qui a permis à Jules de prendre conscience de sa personne, c'est cet exercice-là que je vais faire devant vous, qui paraît vraiment bête. Mais donc je suis partie donc d'exercices proposés par Montessori. Montessori propose des exercices donc de vie pratique. Alors là, c'est vraiment tourner vers la vie pratique. Ça peut être par exemple se servir un verre d'eau sans en mettre partout, apprendre à transvaser pour ensuite à la maison être capable de faire les choses de façon habile. Et dans ce cas-là, on ne peut pas être dyspraxique, c'est pas possible. Et aussi, on peut utiliser des exercices en dehors de la vie pratique pour s'exercer à une motricité fine avant d'écrire, pour se préparer à l'écriture ou plein de choses comme ça. Et personnellement, en remédiation, j'utilise ça énormément pour la concentration. Et donc là, pour ce qui nous occupe, pour faire sentir qu'on est acteur. Donc il s'agit en fait de transvaser le riz qui se trouve dans ce petit pot dans cet autre petit pot. Alors là, je tiens mon micro, donc je ne vais pas pouvoir faire l'exercice comme il doit être fait normalement, mais l'idée, c'est de tenir dans une main il peut être posé sur la table, le petit pot, il n'y a aucun problème, il faut le tenir d'une main. Et dans l'autre main, on va tenir l'autre petit pot qu'on va verser dans l'autre. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce qu'en fait, le fait de tenir les deux petits pots permet de réunir les deux hémisphères du cerveau sur un objet. Et donc, ça permet la concentration. Et donc, ça n'est pas un détail. Et donc, Jules, je lui ai demandé de verser le contenu de ce petit pot dans l'autre, en disant « je verse ». Donc là, peut-être que vous n'entendez pas bien le cliquetis du riz quand il est versé dans l'autre petit pot, mais on entend vraiment ça, et puis il se trouve qu'il y a un petit peu de farine qui s'est mélangée au riz, donc on voit aussi la farine qui vole. Bref, et puis ça permet vraiment de sentir qu'on verse. Alors ça paraît vraiment bête, mais moi j'ai demandé à Jules, comment est-ce que le riz a fait pour arriver dans le pot? Alors il m'a regardé, il est arrivé dans le pot. J'ai dit, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Est-ce qu'il est arrivé là tout seul? Ah bah non, comment ça s'est passé? Et je vous assure qu'il réfléchissait, et tout d'un coup il a regardé, il m'a dit, ah bah c'est moi en fait qui ai versé le riz. Ben voilà, oui, c'est toi qui as versé le riz, et c'est toi qui as agi, c'est toi qui as fait cette action. Donc cet exemple-là, vraiment, il peut paraître un peu étrange, mais je vous assure que c'est réel, et je l'ai vécu plusieurs fois. Alors avec lui, ça a été vraiment flagrant, mais je l'ai vécu d'autres fois, même avec des élèves de collège, pareil en remédiation, sur une prise de conscience que, en fait, tout ne glisse pas au-dessus de nous, mais que nous pouvons exister et agir. Voilà, donc vraiment, ces actions, en fait, il faut les travailler en classe comme telles. Encore une fois, dans les petites classes, par exemple, en maternelle, c'est au moment de la motricité, on fait un petit parcours, et puis on peut dire « je saute », je sais pas moi, vous voyez, plein d'actions qu'on peut faire de façon très, très concrète. Et en fait, comme ça, l'enfant prend conscience. Et puis on peut lui poser une question. Si par exemple, les enfants, j'ai aussi enseigné en maternelle, donc moi je leur faisais faire beaucoup de parcours comme ça, de motricité et de grammaire sans leur en parler. Et donc ils passaient devant moi et je leur disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je saute. Et je leur demandais de le dire en même temps qu'ils sautaient. Et puis au bout d'un moment dans l'année, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai sauté, etc. Et puis d'autres actions. Et le fait de verbaliser les actions fait prendre conscience vraiment de ces actions. Donc, on peut sentir agir comme sujet. Voilà. Et ensuite, on va parler de la fonction sujet.
Mais en fait, vraiment, ce qui construit la personne à travers la grammaire, c'est le fait de l'appréhender de façon très concrète, en vécu et en y associant la parole. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le fait d'utiliser la grammaire de cette façon-là, eh bien, ça construit la volonté. Pourquoi ? Est-ce que vous voyez le lien ? Quand on a un peu la flemme, par exemple, de se mettre au travail, quand on a la flemme même d'obéir à la maison à ce qu'il faut faire, ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, le fait de faire cet exercice très très bête, mais de dire, par exemple, de se placer, de dire, voilà, là, je verse du riz, ben, en fait, je décide que je le fais et vraiment, je le fais. Et donc, là, je prends l'exemple du riz, mais en fait, avec plein d'autres actions, vous voyez, par exemple, je décide que je me lève de ma chaise. Ben oui, je me lève, mais ça peut aussi faire ensuite que je décide de me lever de mon lit le matin. Et quand je commence à grandir, ça peut être plus compliqué. Voilà, donc c'est des choses comme ça, en fait, vous voyez, qui peuvent vraiment construire la personne. C'est vraiment une réalité. Dans un deuxième temps, donc, je voudrais approfondir l'aspect de l'ancrage dans le réel. C'est extrêmement important, bien sûr, pour se construire, de ne pas flotter au-dessus de la réalité, mais d'avoir bien les pieds sur terre pour être bien ancré dans le réel, et c'est ainsi qu'on peut se construire correctement. Si jamais on veut avoir une saine vision de soi-même, il faut voir le lien entre soi et le réel. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous montrais l'image de l'oie qui se voyait comme un très beau signe dans la glace, eh bien, en fait, si on est une oie, pour se voir une vraie belle oie, avec tout ce qu'elle peut avoir comme qualité, donc voilà, en tout cas, pour revenir à la réalité de personne, si jamais, par exemple, on a en face de nous un enfant on aimerait qu'il se voit vraiment comme quelqu'un avec une valeur, etc., mais qu'il se voit comme lui-même. Eh bien, pour ça, la meilleure des solutions, une fois qu'on travaille sur son identité, c'est de travailler sur l'ancrage dans le réel, dans la réalité. Alors, comment faire pour travailler l'ancrage dans le réel ? Alors ici, mon objet, c'est la grammaire, donc je ne vais pas développer ce que j'aime beaucoup faire par ailleurs, c'est un ancrage dans la réalité par des exercices physiques tout simples, de conscience du corps. Mais par exemple, là, je suis assise devant vous, j'ai les pieds sur le sol, je suis assise et je sens mes pieds sur le sol. Donc ça, c'est un exercice d'ancrage dans le réel qui est tout bête, mais qu'on peut faire très facilement en classe. En particulier, je fais juste une toute petite parenthèse, si vous me permettez, en particulier avant que nos élèves s'installent en classe. Imaginez, les élèves rentrent de récréation, ils sont tout excités, ils entrent dans la classe comme ça en courant, ou alors ils arrivent pour se mettre en rang, ils sont complètement excités. Et voilà. Et bien, quand on arrive dans la classe, il y a une chose très simple qu'on peut faire avant de les faire s'asseoir. On peut leur demander de rester derrière leur chaise, de mettre les mains sur le dossier de la chaise, par exemple, et de fléchir légèrement les genoux en disant « Je sens mes pieds sur le sol. Je sens le sol sous mes pieds. Je sens le dossier de la chaise sous mes doigts. » Et au moment où ils s'asseyent, on peut leur faire dire « Je sens la chaise sous mon corps. Et je sens mon corps sur la chaise. » Donc ça, pour moi, vous voyez, ça peut faire partie d'exercices en parole à voix haute, tous ensemble, par exemple. Alors, quand on fait ça, il est important d'expliquer aux élèves, pour éviter l'excitation, les moqueries, les ricanements, etc., il est important d'expliquer l'objectif de l'exercice. Et donc là, et même les petits, en fait, tous les élèves aiment qu'on leur parle de leur cerveau, de leur fonctionnement, etc., de leur fonctionnement personnel. Et là, on peut leur expliquer que, justement, pour réussir à se concentrer, pour bien apprendre, on peut expliquer ça comme on veut, qu'il est important de se sentir ancré dans la réalité. Et en fait, l'ancrage dans le sol, c'est le premier ancrage dans la réalité. C'est vraiment très important. C'est pour ça qu'en maternelle, il est quand même assez bon de ne pas mettre nos élèves trop vite assis à des tables, mais de ménager différents espaces. Il faut qu'il y ait des tables, évidemment, mais il est important que les enfants puissent avoir un réel contact avec le sol. Ça peut se faire en cours de sport aussi, en motricité et tout ce qu'on veut, mais
C'est vraiment important. Donc cet ancrage dans le réel, eh bien, la première chose, c'est vraiment la conscience de soi agissant dans l'espace. Donc là, les petits bonshommes que vous voyez là, eh bien, on les voit. Il y en a un qui est en train de passer sous la table. Il y en a un qui est à côté d'un cube. Il y en a un autre qui est sur un cube, etc. Voilà. Donc là, en fait, cette conscience de soi agissant dans l'espace, vous voyez, on peut appréhender de prime abord, je sais pas moi, les prépositions, par exemple. Mais en fait, il sera plus intelligent de l'aborder de façon très concrète. Et avec des tout petits, on ne va même pas parler de grammaire, mais avec des plus grands aussi. Moi, je peux vous assurer que j'ai vu en remédiation des grands enfants de primaire, et même parfois en secondaire, qui n'étaient pas conscients des prépositions. Donc, par exemple, le contre. Il y en a plein qui ont, avec moi, qui ont pris conscience du contre. Voilà, sur, on a un contact horizontal. Mais contre, on est vertical. Et il y en a plein, ils ne savaient pas trop où se placer. Ou alors aussi le entre. Vous voyez, voilà. Et bien en fait, des enfants comme ça, plus ou moins grands, qui ont une difficulté à se placer comme ça dans l'espace, c'est qu'ils ne sont pas conscients de leur propre personne dans l'espace. Et donc, avant d'essayer de leur faire apprendre les prépositions et de leur faire apprendre par cœur Adam part pour envers avec 200 sous, eh bien, il faut justement les ancrer dans ce réel. Et ça construit vraiment la personne. Et quand on se construit dans l'espace, dans la réalité, qu'est-ce que ça peut procurer ? Eh bien, une certaine confiance en soi pour oser prendre une place, par exemple, dans une classe. Oser prendre une place parmi un groupe, plutôt que d'aller se cacher contre le mur, ou de chercher à être toujours éloigné des autres. Et ça passe par là, par des choses toutes bêtes, comme dire à voix haute « je suis assis sur ma chaise », voilà, etc. Passer sous la table, enfin des choses comme ça. Ça. Et ensuite, après, on peut aborder justement les prépositions de façon plus abstraite. La deuxième chose, c'est que eh bien, il est important de prendre conscience de soi dans le temps. Ça, c'est quelque chose d'encore plus difficile que de prendre conscience de soi dans l'espace. Et on remarque beaucoup en remédiation qu'il y a énormément d'enfants, d'adolescents qui ne sont pas du tout conscients d'eux-mêmes dans le temps. Alors, être conscient de soi-même dans le temps, ça ne veut pas dire savoir savoir les jours de la semaine et savoir quel jour du mois on est. Et c'est pas forcément ça. En fait, c'est savoir soi-même se placer dans le temps. Donc, pour reprendre mon image de petits versets avec mes petits pichets, là, vous voyez, en fait, on peut être conscient de soi dans le temps. Là, par exemple, quand je dis « je verse le riz », ça dure un petit moment. Voilà, je peux me placer dans le présent. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est de monter le temps présent. Et vous voyez, des enfants qui oublient plein d'affaires, eh bien, si on leur fait dire « je prends mon livre d'histoire et je le mets dans mon cartable », eh bien, ça les aide à se placer dans le présent et à pas penser à autre chose en même temps, etc. Et ça, bien avant d'apprendre en grammaire, le temps présent, c'est comme ça, et on conjugue les verbes. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai versé le riz dans mon pichet. Mais là, ça s'est déjà passé, donc c'est du passé. Et je prends conscience, justement, du sens de ce mot « passé », et je sais que ça s'est déjà passé. Et en fait, j'ai un très grand projet dans la vie, là, c'est que je vais verser du riz dans un pichet. Donc c'est mon grand projet du moment. Donc bientôt, je verserai le riz dans le pichet. Là, je vais le verser. Quand je fais ça, je me mets en projet. Et je verse le riz. Alors, en fait, là, je prends cet exemple encore très, très simple, mais en fait, quand on peut le faire avec des actions conscientes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me lève, je prends mon stylo, etc. Ça, c'est réellement une façon de structurer la personne et de construire sa place dans la chronologie. Et en fait, des enfants qui prennent leur place dans la chronologie, eh bien, ils sont capables de bien réagir et d'avoir bien confiance. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se situer dans les 3 périodes de temps et de se mettre en projet. Et ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est de percevoir la cause et la conséquence.
il y a une cause, par exemple, c'est l'origine de la chose, c'est que quelqu'un m'a poussé et alors je suis tombée. Ça, le fait d'être tombé, c'est la conséquence. Et le fait de prendre conscience de la cause et de la conséquence comme ça par des choses très réelles, et pas seulement en disant la cause c'est parce que et la conséquence c'est si bien que, eh bien ça permet de prendre conscience d'une responsabilité. Si jamais je prends conscience que la cause et la conséquence sont liées, je peux devenir responsable. Une chose importante pour prendre conscience du réel, c'est le mode indicatif. Le mode indicatif, c'est le temps du réel. C'est vraiment le mode du réel. Et donc vraiment, ce mode du réel, il nous permet aussi de passer à l'action. On n'est pas dans le subjonctif, il faut que j'aille faire ça. Le subjonctif, c'est encore une intention subjective, mais on passe à l'action, on est dans la réalité. Et donc ça, c'est, vous voyez, on peut faire travailler ce sens de la réalité quand on fait travailler les modes de l'indicatif à nos élèves. Il y a une chose aussi importante, c'est la prise de conscience du réel par les noms et les adjectifs. Quand je nomme quelque chose qui est devant moi, une pomme de pin cette saison, eh bien, je prends conscience du réel qui m'entoure. Et un nom, c'est quelque chose qui nomme. Donc, il ne faut pas hésiter à faire nommer. Et là, la pomme de pin est légère. Bah, si je compare le poids de la pomme de pin à cette pomme de pin, je considère que celle-ci est plus lourde que l'autre. Eh bien, je prends conscience du réel qui m'entoure. Et si j'arrive à me construire dans le réel, eh bien, si je prends conscience du réel, ça m'aide à prendre ma place dans la réalité et donc et à prendre confiance en moi et à avoir une saine vision de moi-même et à ne pas être à côté de moi-même. Dernier point, cet ancrage dans le réel, en fait, quand on est bien soi-même ancré en soi par l'être, et qu'on est bien ancré dans le réel, alors on peut entrer vraiment en relation avec l'autre. Et quand on peut vraiment par la parole rentrer en relation avec l'autre, bien sûr par la parole, qui permet de mettre en lien deux pensées, et de se découvrir soi différent des autres et ouvert au monde. Donc c'est ça que ça permet, la relation aux autres. Et alors comment en grammaire? Eh bien, dans un premier temps, avec le pronom personnel, par exemple. Vous voyez, le pronom personnel, on peut l'apprendre, première personne, deuxième personne, troisième personne, on apprend par cœur, voilà, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Et en fait, on peut aussi l'appréhender de façon beaucoup plus concrète, de cette façon-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, je suis Cécile. Par exemple, je m'adresse là-bas, vous êtes Diane. Voilà, c'est une personne qui est extérieure à moi et qui est en face de moi à qui je parle. Et je parle à Diane et je parle de quelqu'un d'autre, là-bas au fond, elle est Marie. Donc en fait, on prend conscience que le jeu, en fait, à partir duquel on voit tout, donc il est complètement central, ce jeu, donc d'où l'importance de le construire par la prise de conscience de l'identité. Ce jeu central prend conscience qu'il peut se tourner vers l'autre et s'adresser à l'autre, et puis donc être différent de l'autre. Et donc ça permet de prendre conscience du fait qu'on peut être autonome et qu'on n'est pas obligé de suivre tout le monde comme un mouton. Et donc, une fois qu'on prend conscience de soi-même de cette façon-là, eh bien, on peut gagner en estime de soi. Donc, c'est très important d'appréhender les pronoms personnels de cette façon-là. Et ensuite, on comprend, donc, première personne, c'est moi. Hein. La deuxième, elle est assez proche de moi. Et la troisième, elle est un peu plus éloignée. Et le « on », vous voyez, il est en dehors du cercle. Le « on », c'est quelqu'un, on ne sait pas qui. Et donc ça, il est important de distinguer ça. Le « on », c'est quelqu'un, on ne sait pas qui. En aucun cas, c'est nous. Voilà. Alors, une chose importante à distinguer, c'est le verbe... Bon, j'ai parlé du verbe être tout à l'heure, mais là, le verbe « avoir ». Quand je dis « je suis Brune », je et Brune, c'est la même personne, c'est moi. Si je dis « j'ai un verre », eh bien, moi, je suis moi, et le verre, c'est le verre. On n'est pas la même chose, ni la même personne. Et donc, ça permet, vous voyez, de prendre conscience de cette altérité et du fait que moi, je ne suis pas mon stylo, par exemple. Mais si je ne suis pas mon stylo, je ne suis pas non plus en difficulté en orthographe. Ou je ne suis pas dyslexique. Je ne suis pas, etc. J'ai des difficultés, je rencontre des difficultés importantes en orthographe, voilà, etc. Mais vous voyez, ça c'est vraiment important. Le fait de distinguer l'être et l'avoir, c'est très très important. Et donc l'objet, justement, on prend conscience que justement, l'objet, c'est pas seulement un COD. L'objet, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif, c'est ce, entre guillemets,
on peut rapprocher à ça, c'est ce vers quoi porte mon action. Et donc, je peux, comme ça, construire ma responsabilité aussi. Vous voyez, je suis responsable de ce que je fais et je porte mon action vers cela. Et aussi, on peut appréhender le complément d'attribution. Par exemple, si je donne un bouquet à mon ami, eh bien, moi, je suis une personne qui rentre en relation avec quelqu'un et cette personne-là va recevoir quelque chose qui est cet objet. Et ça permet vraiment de construire une relation. Parce que dans la vie, justement, il est important de savoir donner, recevoir et prendre conscience de ça. Et en travaillant le complément d'attribution, c'est quelque chose qu'on peut faire. En travaillant les possessifs, on peut prendre conscience de quelque chose qu'on possède et que ce qui est à moi n'est pas à mon voisin. Et donc, je ne vais pas le prendre. Voilà, et ça construit... voilà. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que vraiment, la grammaire construit vraiment la personne dans son autonomie, vraiment, non pas au mauvais sens du terme, dans le sens je n'ai besoin de personne, mais dans le sens où je peux exister par moi-même et je peux valoir quelque chose et prendre confiance en moi pour aller vers les autres quand je suis bien construit moi-même dans mon identité, que je suis bien ancré dans la réalité, alors je peux me tourner vers les autres et là, la vie peut être belle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question dans le public, au cas où? Oui, madame. Là, vous parlez de la petite enfance. Est-ce que vous avez travaillé avec des collégiens? Et est-ce que quand on saute ces étapes, est-ce qu'il y a des moyens pour restaurer cette autonomie, cette confiance en soi? Est-ce que la grammaire peut être encore un vecteur pour aider les enfants à apprendre? Je vous laisse 1 minute, Cécile. Alors, effectivement, je travaille avec des élèves plus grands que ceux de la petite enfance. Quand on entend parler de ça, on a l'impression que ça ne s'adresse qu'à la petite enfance, que je vous ai montré. Alors, ce genre d'activité-là, ça s'adresse à la petite enfance et en remédiation, on peut le faire avec aussi des grands. Moi, je le fais avec des grands. Et dans des classes entières de primaire, par exemple, ou même de collégiens. Enfin, moi, je l'ai fait au collège. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours les éléments qui sont sur les tables. Autour d'eux, ils ont des stylos, des cahiers, etc. Et autour d'eux. Et oui, on peut restaurer, même quand on est grand. Mais pour restaurer, il faut revenir à ce que je vous ai montré, en passant par des choses très concrètes, alors qu'on a l'impression que ça ne sert à rien et que c'est complètement déconnecté d'un apprentissage. Mais en fait, non. Et vraiment, j'insiste, en fait, ça n'est pas seulement vrai pour de la remédiation individuelle, c'est vrai aussi pour des classes entières. Vraiment. Merci beaucoup.